je peux vous annoncer clairement, mesdames et messieurs, le retour du Grand Prix de France de Formule 1 dès l'été 2018 en France, dans le Var, sur le circuit Paul Ricard. Aujourd'hui, ce site est probablement exceptionnel en Europe et peut-être dans le monde. Depuis tout petit, j'aime la course. Donc le circuit Paul Ricard, c'était un peu le temple de la compétition. Vous avez des bordures, vous avez des dégagements, mais vous pouvez utiliser, il y a des endroits un peu plus la piste que d'autres. On a l'impression d'avoir de l'espace partout, mais bon, c'est un circuit qui est en même temps technique. Bien évidemment, le circuit, ce n'est pas que la F1. Il y avait les courses de moto, il y avait le bol d'or, il y avait les grands prix de camions. C'est un endroit transgénérationnel. Je crois que c'est un endroit qui se transmet. Et on le voit aujourd'hui, il redevient plus à la mode que jamais. Et même s'il s'est modernisé, même s'il s'est rénové, ça reste un site absolument incroyable, qui pour moi est immortel. Avant le Grand Prix, tout est en chantier pour que, au moment du départ, eh bien, on réponde présent et qu'on dise le circuit Paul Ricard est le circuit moderne que l'on attend. Il a toujours été en avance sur son époque. Il le sera, je l'espère, le jour du départ du Grand Prix 2018. Je crois que quand on entre dans le circuit Paul Ricard, qu'on soit simple spectateur, compétiteur ou directeur, comme c'est mon cas, on a forcément du respect pour l'histoire de ce circuit, pour ceux qui ont fait cette histoire. Et il y a une empreinte forte, je trouve. Il y a une âme ici qui n'existe pas forcément ailleurs. C'est un circuit qui a profondément changé dans son histoire, mais qui a su conserver, à mon sens, cette petite différence qui fait qu'on s'en souvient et qu'on respecte le lieu. L'histoire du circuit Paul Ricard commence à la fin des années 60 entre Marseille et le village du Castellet. Cette époque marque un tournant dans la vie d'un certain Paul Ricard, l'inventeur de la célèbre boisson anisée qui porte son nom et qui vient de prendre sa retraite. Industriel visionnaire, laissant à ses enfants une entreprise prospère, il vient d'acquérir 1 millier d'hectares de garrigues en plein soleil, sur un plateau où il a déjà fait construire un aérodrome à la demande des élus locaux. On m'a dit, il y a le terrain à vendre. Je dis, mais je vais faire l'avance, je vais acheter le terrain, on va faire l'aérodrome, et puis après, l'État le nationalisera. Puis quand il a été fait, on m'a dit, vous l'avez fait, vous le gardez. Rien n'arrête ce bâtisseur dans l'âme. Dès qu'il peut s'isoler, dans sa bergerie de la Tête de l'Évêque, à Signes, au pied d'un piton rocheux avec vue imprenable, il réfléchit. Et petit à petit, lentement mais sûrement, l'idée fait son chemin. Il veut construire un stade automobile le plus moderne qui soit. Il voulait démontrer que les accidents mortels qui étaient énormes en France étaient le produit non pas des conducteurs, mais le produit de l'inadaptation du circuit routier français à l'automobile. Il disait les routes françaises ont été faites pour des charrettes
et les autoroutes sont faites pour les automobiles. Et je vais démontrer, en faisant une boucle fermée sur elle-même, on appelle ça un circuit, ou on disait lui-même autodrome, que la sécurité est parfaitement respectée. Et donc il voulait à la fois, en relation avec le pastis dont il était le président, montrer que l'alcool n'était pas la raison principale des accidents de la route, mais l'inadaptation de la sécurité des routes par rapport aux automobiles. Dans les mois qui suivent, Paul Ricard prend sa décision. Il y aura donc sur le plateau de Signes un circuit automobile, dessiné par Charles Deutsch, père du dernier tracé inauguré en France, celui du circuit Bugatti du Mans. Deutsch commence par un tracé sommaire, une sorte de triangle agrémenté de 2 très longues lignes droites pour favoriser la vitesse, chère à Paul Ricard. Il avait en tête l'idée de course d'endurance avec des très hautes vitesses dont le Mans était le symbole européen, et il voulait à tout prix que cette vitesse de 300 km/h puisse être obtenue. À l'époque, il s'était fait à l'idée qu'il fallait une ligne droite de l'ordre de 2 km ouverte par un virage déjà rapide pour que cette vitesse soit atteinte. À l'été 1969, les bulldozers commencent à parcourir la Pinède, à défricher la garrigue. Paul Ricard est omniprésent et se fait prendre en photo au milieu des engins de chantier. Paul Ricard, c'était un homme de travaux, construire, faire des usines, c'était ça qui le motivait. Donc le matin à 8 h, il était là, il faisait le tour de tous les ouvriers, de tous les engins qui travaillaient, et il était très très motivant. Reste à trouver des hommes capables de porter ce projet ambitieux, car Paul Ricard ne peut et ne veut pas tout faire. Pour faire la promotion du circuit aux côtés de Jean-Pierre Paoli, il embauche François Chevalier, un psychologue de formation et passionné de sport automobile. Cédant à son caractère bouillant, il avait déjà défriché, ce qui explique un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu régler par la suite, parce que quand on coupe les arbres, ils ne repoussent pas dans les 5 minutes, bien sûr. Donc ça n'a pas été très facile. Non, il restait quelque chose du tracé initial Deutsch, mais très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des modifications très importantes. Le circuit prend forme rapidement, mais pour ne pas faire n'importe quoi, Paul Ricard, prudent, demande à Paoli et Chevalier de consulter les pilotes français du moment afin d'avoir les meilleures garanties techniques possibles. Parmi eux, Jean-Pierre Jabouille, François Mazet et un certain Jean-Pierre Beltoise. Il faut penser qu'on est dans les années fin 60. Le sport automobile en France est en renaissance. Et puis, bon, il y a un pilote qui a émergé qui s'appelle Jean-Pierre Beltoise, qui était un ami aussi. Et Jean-Pierre a servi de cheville ouvrière à tout ça. C'était très important et c'était satisfaisant pour Paul Ricard. Je crois que les jeunes pilotes étaient plus impressionnés par la personnalité de Paul Ricard que le contraire. Parce que pour Paul Ricard, c'était quand même des très jeunes gens. Donc mais il les a quand même écoutés, car il savait écouter. Et Beltoise en particulier était celui qui, par sa notoriété et aussi par sa personnalité très persuasive, a insisté beaucoup sur la nécessité d'avoir un certain nombre de virages, un certain nombre de la largeur de piste. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde parle de 12 mètres de largeur de piste comme une chose naturelle, voire davantage. À l'époque, c'était plutôt des pistes de 9 mètres de large. Il n'y avait pas d'accotement, il n'y avait pratiquement pas de rails. Donc tout ça, très vite, Beltoise a convaincu Paul Ricard. Tout ce qui était sécurité périphérique, il était tout à fait attentif à ça. Le circuit automobile Paul Ricard sera inauguré demain au cours d'une grande journée que présidera M. Joseph Comiti, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports. La piste de vitesse aura 5800 mètres lorsque seront réunis les deux circuits, celui de 3300 mètres comprenant 11 virages destinés aux compétitions de Formule 2 et 3 et un deuxième tracé moins long. C'est le circuit de 3300 mètres, remarquable aussi par sa ligne droite de 700 mètres, qui sera demain mise en service à la faveur de plusieurs épreuves, dont on attend qu'elles se dérouleront devant des dizaines de milliers de spectateurs. L'inauguration officielle a lieu le 18 avril 1970.
Attiré par l'événement, un public nombreux s'est déplacé pour assister à la fête et aux premières courses de l'histoire du circuit. Joseph Comity, le ministre délégué au sport, et le préfet de la région sont bien présents, mais une personnalité importante manque à l'appel. Personne ne sait où est Paul Ricard. La commune ne lui avait pas donné l'autorisation d'ouvrir les tribunes, donc il n'est pas venu à l'inauguration. C'est mon oncle Patrick d'ailleurs qui a coupé le cordon, et du coup mon grand-père était à l'aérodrome et a dit un petit mot bonjour par micro, quoi, en disant je ne suis pas là, je vous regarde, vous m'avez pas donné l'autorisation. Voilà, c'était une façon de manifester. Ah oui, 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 parce qu'il s'était chargé de faire lui-même construire par un de ses collaborateurs, enfin artisans plutôt, indépendants, qui s'appelait Charles de la Vedova, une tribune qui était certainement très résistante et de très bonne qualité, mais malheureusement, on avait oublié tout simplement de faire homologuer les résistances mécaniques de cette tribune. Et le jour de la visite du préfet, le préfet a refusé d'autoriser le public à monter sur la tribune pour la raison que ce n'était pas homologué de façon sérieuse. Et Paul Ricard en a fait une colère noire dont il était capable, surtout le jour même où Joseph Comity, ministre délégué à ce moment-là, présent sur le circuit, avait avoué son impuissance à convaincre le préfet de revenir sur son interdiction. Après son coup d'éclat, qui a eu l'effet escompté, Paul Ricard fait son apparition sur la piste pour donner le départ des premières courses inaugurales. Les pilotes découvrent alors un circuit qui s'annonce déjà très rapide, avec des vitesses approchant les 300 km/h. Ici, c'était plat, large, avec de très grands accotements, puisque bon, on a fait de la sécurité le leitmotiv de la chose. Et les pilotes étaient un peu perdus au milieu de tout ça. Il y a le ruban de bitume, et à côté du ruban de bitume, il y a encore 10 mètres ou 15 mètres de chaque côté, dans un terrain moins sympathique que le bitume, mais comme ça. Et bien sûr, bon, il fallait mettre aussi des repères de freinage. Et donc, moi, j'ai fait des repères de freinage qui étaient des blocs de polystyrène extrudés, enfin, on va dire expansés, parce qu'à l'époque, extrudé, ça se disait pas, avec des tubes en plastique. Donc, tout ça scellé dans le sol. Et c'était des grands panneaux pour donner des repères, parce qu'il fallait donner des repères à la fois en largeur et en distance. Et j'ai le souvenir de Jean-Pierre Jossot qui, tout à fait dans le début du circuit, qui m'avait dit « c'est fantastique, c'est merveilleux, il y a de la place, mais alors les blocs de béton pour les panneaux de freinage, je lui ai dit « arrête, viens, je t'emmène, je lui ai montré, j'étais en démanché un. » Et il a compris. Bon, comme ça. Avec le succès de cette première journée et celui des courses qui suivront, Jean-Pierre Paoli et François Chevalier rêvent maintenant d'un Grand Prix de Formule 1 au Castellet. C'est le moment où Paul Ricard a eu un moment d'hésitation parce qu'il avait mené à bien sur ses fonds personnels la totalité des travaux de piste. En revanche, lorsqu'il a appris que si on voulait faire un Grand Prix de Formule 1, il fallait qu'il y ait des stands et que le projet de financement des stands était lui-même à peu près de même coût que celui de la piste, il a dit non, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord, on ne fera pas de Formule 1 parce qu'il faut des stands. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de financer par un système de location à long terme, un peu imaginé sur ce que Le Mans faisait aux 24 heures avec des stands un peu disparates, un peu bizarres, mais disons que le mérite que nous avons eu à ce moment-là, c'est de regrouper tout sur un seul étage dans lequel tous les sponsors pourraient à la fois être indépendants et en même temps s'inviter mutuellement avec leurs propres invités. J'ai donc eu l'idée de mettre à la location 50 box qui ont eu un succès très rapide, loué sur 5 ans, qui assurait 100% de financement. Et Paul Ricard n'avait plus de raison de s'opposer à ce projet. C'est pour ça qu'il avait accepté. C'est probablement pour ça que le Grand Prix de France a pu avoir lieu.
Pour ce 4e Grand Prix de France de Formule 1 et le premier au circuit Paul Ricard, le plateau est exceptionnel. Tous les grands pilotes du moment ont répondu présent. Fait unique, 7 pilotes français sont sur la liste des engagés, mais 5 seulement vont prendre part aux essais. Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, François Mazet, François Sevère et Jean-Max, le régional de l'étape. Jean-Pierre Paoli, le directeur du circuit Paul Ricard, a dû connaître peut-être quelques problèmes pour mettre sur pied ce premier Grand Prix de France, mais je crois que jamais un plateau aussi exceptionnel n'a pu être mis sur pied. Oui, je pense que c'est la première épreuve qui réunit en Europe, pour les épreuves comptant pour le championnat du monde des conducteurs, 25 voitures. L'une des raisons, c'est probablement, c'est même certainement la présence du Marseillais Jean-Max. Jean-Max, nous l'avons à côté, c'est la première fois qu'il va piloter une voiture de Formule 1, c'est son entrée dans le grand bain des pilotes internationaux et mondiaux. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Jean-Max? Un bon départ. Un bon départ dans le premier Grand Prix de France du circuit Paul Ricard. On essaiera de prendre le même que lui. On avait organisé un certain nombre de choses hein, avant, entre l'inauguration et ce Grand Prix. Mais c'était des choses de relativement petite importance. Et là, c'était quand même un gros événement. En tout cas, le plus gros qu'on ait eu jusque-là. Le circuit Paul Ricard au Castellet hier dimanche, il était 15h01. 25 pilotes au départ de ce 4e Grand Prix de France de Formule 1. Dès le départ, un homme seul contre tous, l'Écossais Jackie Stewart, Lotus Ford Tyrrell numéro 11, le plus rapide, car jamais personne ne parviendra à sa hauteur. Et derrière Stewart, Pedro Rodriguez, Claire Regazzoni, François Sevère. « 16h45, la voiture bleue numéro 11 est toujours en tête. Elle arrive en tête, suivie de la deuxième Lotus, celle du Français François Sevère, troisième le Brésilien Emerson Fittipaldi. Ce premier Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, remporté par Jackie Stewart avec le Français François Sevère en deuxième position, est une réussite totale, malgré un nombre de spectateurs inférieur aux prévisions. Ce qu'il m'en reste, c'est un peu amer. C'est Paul Ricard nous faisant venir dans le bureau de Jean-Pierre Paoli, d'ailleurs, puisque bon, on n'a pas de bureau, ou très peu ici. Le bâtiment des stands était encore à moitié fini. Et il y avait peu de monde. Et nous disons, avec l'accent, n'est-ce pas, bon, j'arrête tout, ça m'a coûté de l'argent, j'arrête tout. Je pense qu'il fallait persévérer. C'est pas dans une seule manifestation où on apprenait tout et beaucoup de choses sur les relations avec le public, sur le problème des parkings, sur le problème de circulation périphérique du circuit, qu'on pouvait tout découvrir en une seule fois. Donc il fallait insister. J'ai insisté et obtenu de Paul Ricard qu'il maintienne son effort par des manifestations complémentaires de nature un peu différente et qui rejoindraient son espoir qui était celui de faire une course d'endurance. Bien, il est 4 heures du matin. Sur les terrasses, l'on danse. Dans les stands, on répare la mécanique. Sur cette piste qui est maintenant devenue silencieuse, nous pouvons marcher tout à notre aise. Ce sont ça, les 24 heures. D'où l'idée que ce projet était ressorti de faire une course qui se ferait non pas de 24 heures, parce que Jean-Pierre Beltoise avait convaincu que les courses de nuit étaient extrêmement dangereuses et qu'il fallait à tout prix les éviter, mais on avait imaginé deux séquences de 6 heures et on avait un slogan qui était 2 × 6 = 24, la nuit étant en fait occupée à distraire le public qui était venu. Malheureusement, le public n'est pas venu, là encore, dans les quantités qui étaient espérées. Malgré un manque de ferveur populaire,
Le circuit auquel Paul Ricard donne son nom apparaît néanmoins comme le symbole de la modernité en matière de sport mécanique et une référence dans le domaine de la sécurité. C'est l'arrivée de la moto et des compétitions prestigieuses comme le Grand Prix de France Moto, le Bol d'Or ou le Championnat du monde de Superbike qui commencent à attirer un public plus nombreux. Le premier vrai succès, je dirais populaire, au sens où réellement il y a beaucoup de monde qui vient et beaucoup de spectateurs payants, c'était le Grand Prix 73 en moto et le Grand Prix 75 en moto. Alors c'est aussi lié au fait que, bon, il ne faut pas se tromper, le réseau routier étant ce qu'il est, on fonctionne mieux pour faire rentrer des motocyclettes que pour faire rentrer des voitures. Ceci est un problème éternel. Durant les 20 années que va durer ce que l'on appellera la F1 à la française, le circuit Paul Ricard accueillera 14 Grands Prix de France, en alternance avec le circuit de Dijon. Une période faste pour de nombreux pilotes qui ont vu leur sport connaître de très belles heures et attirer de plus en plus de spectateurs. Parmi eux, le quadruple champion du monde de la catégorie, un certain Alain Prost, qui a découvert le Castellet en disputant le championnat d'Europe de karting en 1974. La même année, le jeune Prost remporte le volant Elf qui récompense le meilleur de la prestigieuse école de pilotage Winfield, créée au circuit Paul Ricard 2 ans plus tôt, en 1972, et qui lui ouvrira les portes de la Formule 1. C'est l'école de pilotage, donc c'est la vision que vous avez de non-habitude des circuits de karting, qui sont bien entendu tout petits. Et à chaque fois que vous faites ce genre de démarche, là vous avez l'impression que tout est immense, c'est-à-dire que vous êtes dans une autre dimension. C'est en même temps le lieu, hein, parce que le circuit est très grand, très vaste, très allongé d'une certaine manière. Et puis il y a l'aspect symbolique presque de la mission que vous avez. C'est l'école de pilotage, vous savez qu'il n'y en a qu'un qui est pris à la fin. C'est que le vainqueur, il a une bourse de pilotage, il peut continuer dans le sport automobile, les autres, il n'y a rien. Alain Prost a été le maître absolu du circuit Paul Ricard pendant les années 80, avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. 4 victoires pour 3 marques différentes et 8 podiums en 9 participations. Alors il y a le côté prestigieux, le côté de certainement le plus beau circuit bien sûr à l'époque, extrêmement moderne. Il est très vaste, il est impressionnant parce qu'on a l'impression d'avoir de l'espace partout. Mais bon, c'est un circuit qui est en même temps technique. Vous avez des bordures, vous avez des dégagements, mais vous pouvez utiliser, il y a des endroits un peu plus la piste que d'autres. C'est pas toujours évident de voir la bonne trajectoire parce que justement vous avez beaucoup d'espace, vous avez moins de repères. Donc on est un peu impressionné quand même au départ. C'est en 1986 que les choses vont commencer à se gâter. Durant une séance d'essai, le pilote italien Elio De Angelis va trouver la mort suite à un terrible accident dans un virage très rapide. Arrivé le premier sur les lieux, Alain Prost n'a rien pu faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'Elio a perdu l'aileron, ou en tout cas un accident mécanique dans les S de la bergerie qui se passait très vite, pratiquement à fond à l'époque. Il est parti en tête à queue et il a touché le rail et la voiture s'est retournée entre le rail et le bois. Et je suis arrivé juste derrière, j'ai vu juste les traces, je ne voyais pas la voiture au départ. Et il était la voiture à l'envers. Il bougeait, il essayait d'ouvrir sa ceinture, mais il avait des mouvements très faibles. Moi j'ai essayé, mais avec le poids c'était impossible. La voiture commençait à se consumer, c'était impossible d'approcher. Je suis allé à Londres tout de suite le soir. Et on a discuté avec Max Mosley et
ne sais pas si Bernie Ecclestone était là. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais fait d'essai privé sans un minimum de sécurité. Et d'ailleurs, avec au moins l'hélicoptère, la possibilité d'amener, d'évacuer en cas d'accident. Tout a été organisé d'une manière complètement différente. Avec des billets devenus trop onéreux, la Formule 1 est devenue un spectacle élitiste. L'affluence diminue progressivement et les comptes du Castellet deviennent alarmants. Paul Ricard, qui s'est retiré des affaires en désignant son fils Patrick comme successeur, garde toujours un œil attentif aux événements. Ici, on est à la tête de l'évêque. C'est la maison où papy est venu habiter quand il a pris sa retraite. Et du coup, il gardait toujours un œil sur le circuit et sur sa forêt. En 1990, un événement va sortir Paul Ricard de sa retraite. Le circuit du Castellet va perdre le Grand Prix de France de Formule 1 au profit de celui de Manicourt. Une attribution que plusieurs observateurs mettent sur le compte d'une volonté du président François Mitterrand et qui s'annonce comme une décision politique. De toute façon, on n'avait pas notre mot à dire puisqu'on sait pourquoi le Grand Prix est parti à Manicourt. Donc voilà, on a juste subi. C'est la dernière fois que ce Grand Prix aura lieu au Castellet. L'année prochaine, ce sera sur le nouveau tracé de Magnicourt, dans la Nièvre, une région chère à Guy Ligier, ami du président de la République, et aussi à Pierre Bérégovoy, qui est maire de Nevers. Ce qui n'est pas du tout du goût du propriétaire du circuit du Castellet, qui porte d'ailleurs son nom, Paul Ricard. Reporter Lionel Chamoulot, Gilbert Ruzan. Si, pour le faire, le circuit, j'ai payé des impôts, en plus. Tandis que l'autre, c'est les contribuables qui vont le payer. Le circuit de Magnicourt. Oui. C'est encore un scandale de plus pour la politique. Paul Ricard, fidèle à ses idées, un tantinet râleur, et jamais aussi déterminé que dans l'adversité. Ça n'a pas plu à la bureaucratie que nous ayons fait un circuit. Nous ayons fait un pont sous la route nationale, etc. C'est eux qui nous l'ont imposé d'ailleurs. Mais nous l'avons fait en 3 mois. Parce que l'automobile rapporte des milliards à l'État. Où va l'argent des automobiles? Et la vignette, tout ça va. On ne connaît pas. L'État vient contrôler nos comptes, mais nous n'avons pas le droit de contrôler les comptes de l'État. Autrefois, il y avait le Parlement qui contrôlait les comptes de l'État. D'ailleurs, vous voyez la Cour des comptes, qui condamne l'administration française. Ah, je plains mes arrière-petits-enfants en voyant dans le monde dans lequel on descend. Des arrière-petits-enfants qui seront autour de leur illustre papy pour fêter ses 81 ans. Mon grand-père avait beaucoup de bon sens, donc quand il n'y en avait pas, déjà par définition, il partait en live. Mais c'était que du bon sens, donc il avait raison. Paul Ricard en voulait beaucoup à l'administration. Toute sa vie, il s'est battu contre les normatifs, contre les règlements, contre les lois et contre les gens qui appliquaient des règlements qui étaient absurdes. Le Grand Prix a été supprimé au Paul Ricard pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le Paul Ricard, qui était purement politique à l'époque. Et c'était vécu comme une grande injustice par les gens de la région, bien sûr, mais par tous les passionnés. Parce que c'était vraiment un super beau Grand Prix. Tous les ans, on venait en juillet ici, c'était un lieu incroyable. J'ai dans le souvenir qu'à l'époque, au Ricard, il y avait 3 grands rendez-vous. Il y avait le Grand Prix F1, il y avait le Bol d'Or qui avait lieu en septembre, le Grand Prix qui avait lieu en juillet. Et puis il y avait 2 épreuves historiques qui étaient toujours un grand moment aussi. Et donc le départ du Grand Prix, ça n'a pas été quelque chose de voulu, ça n'a pas été quelque chose de consenti, c'était assez violent. Considérée par beaucoup comme injuste, cette décision arrange pourtant bien le groupe Pernod Ricard, qui, lassé d'exploiter un circuit au rapport qualité-prix de plus en plus prohibitif, décide de vendre. Lorsque Bernie Ecclestone, le pape de la Formule 1, achète le circuit en 1999, il fonde la société Excellis et nomme comme président Philippe Gurgian, ex-promoteur du Grand Prix de France au Castellet et à Manicourt. Alors il y a plusieurs idées autour de cela, plusieurs histoires. Je pense que la vraie histoire est que Philippe Gurgian connaissait bien Patrick Ricard, et que Patrick Ricard souhaitait se séparer de cette installation qui pesait au fond dans les biens de la famille. Et Philippe Gurgian a présenté Patrick Ricard à Bernie Ecclestone, et Bernie Ecclestone est un homme qui aime bien faire des coups.
il aime bien tout à coup faire quelque chose de nouveau. Et je crois que Gurdjian l'a convaincu d'acheter le circuit et d'acheter tout l'environnement, y compris un peu plus tard l'hôtel. C'est un circuit qui a très bien marché économiquement, donc, et qui peut encore être développé avec l'aéroport, les hôtels qui sont construits. Donc voilà, c'est une opération immobilière, une opération de business, et qui a, je dirais d'une certaine manière, heureusement qu'il a fait ça, parce que ça aurait été difficile. Il aurait fallu trouver le même type d'investisseur, ça aurait été compliqué. Il y a eu beaucoup d'émotions, bien évidemment. Ça faisait partie du patrimoine, de nos racines et de notre histoire. C'est vrai qu'on ne s'en est pas séparés avec plaisir. Ça a été une décision qui était difficile à prendre. Bon, parmi les conditions de vente, on a demandé que le circuit garde le nom de son créateur. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'est devenu le circuit, quand on voit qu'on a réussi à pérenniser la mémoire de notre grand-père, on pense que c'était la bonne décision à prendre. Bernie Ecclestone, l'une des plus grosses fortunes du Royaume-Uni, a les moyens de ses ambitions. Refaire de ce circuit très apprécié des pilotes une référence absolue. Philippe Gurdjian devient le maître d'œuvre d'une rénovation totale, avec à ses côtés un homme natif du Var, Gérard Neveu, qu'il vient tout juste d'embaucher. C'était un challenge assez étonnant, parce qu'il ne s'agissait pas de détruire pour reconstruire. Non, il s'agissait de donner un nouveau souffle à cet endroit-là. Il avait lui-même un respect incroyable pour ce circuit. Il est très attaché à la famille Ricard et à l'endroit, je crois, très sincèrement. Et donc le challenge, c'était apporter une touche nouvelle, rénover totalement le circuit, mais en n'abîmant pas l'âme de l'endroit. Donc je me souviens des premières phrases quand on a fait les premières visites de chantier. On était à peine une dizaine sur le site. Et les instructions, c'était on ne touchera pas un arbre, on n'abîmera rien. Les tracés, on va les multiplier, mais le tracé initial existera toujours. Le bâtiment, on va le refaire de l'intérieur, mais on ne touchera absolument rien à l'architecture extérieure, etc., etc., etc. Ce chantier titanesque, entamé au printemps 2001, va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros, mais ne changera donc rien à l'essence même du tracé varois. La reconstruction est impressionnante de modernité, et Philippe Gurdjian met au point plusieurs nouveaux concepts qui seront validés par la FIA, la Fédération internationale automobile, en 2006 et reproduits sur les nouveaux circuits de Formule 1. Avec l'expérience que j'avais en Formule 1, j'avais un capital, je dirais, extraordinaire que j'essayais d'exploiter pour essayer de mettre sur ce circuit ce qu'il y avait de plus moderne, de plus avancé, et pour lequel on avait essayé, en l'occurrence, de trouver en plus des solutions totalement novatrices. Il faut rappeler qu'au début, c'était un circuit d'essai. Ça s'appelait HTTT, High Tech Test Track. Et ça lui a permis de tester un certain nombre de choses qui pouvaient être homologuées dans le cadre d'essai, mais qui n'auraient pas forcément été à ce moment-là dans le cadre d'une compétition officielle. J'étais très curieux de savoir ce qui allait se passer. Je me rappelle, Philippe Gurdjian était à l'époque très avant-gardiste sur le système anti-dérapant dans les zones de dégagement, avec cette fameuse peinture et une toile pratiquement un papier vert en fait qui ralentissait les voitures en cas de tête à queue. Donc ça c'est quelque chose qui m'expliquait et que je trouvais très ingénieux. Aujourd'hui on ne prend plus en compte parce que c'est devenu un standard dans d'autres circuits. Mais à l'époque c'était vraiment ingénieux. À l'époque, c'était dans les années 2000, toutes les zones de dégagement sur le circuit automobile moderne étaient composées de ce qu'on appelle des bacs à gravier. Et donc lui avait découvert un nouveau système qu'il avait inspiré en Angleterre, où par rapport aux zones de ralentissement devant les écoles, les autorités pensaient que les voitures ne freinaient pas assez vite, y compris quand le temps était humide, ce qui est souvent le cas en Angleterre. Et donc la société Colas avait imaginé une zone de grippe au sol qui évidemment faisait que le pneu accrochait beaucoup plus et donc la voiture freinait beaucoup plus rapidement. Donc il a décidé de faire tester ça ici. On a envoyé une voiture à fond dessus, effectivement, il n'y a plus de pneus, mais la voiture s'est arrêtée. Donc le truc fonctionnait. Alors je pense que Philippe Gurdjian était un homme difficile. C'était un despote, c'était presque un dictateur, mais c'était aussi un homme extrêmement énergique et qui reculait devant rien. Et sans lui, je pense que jamais ce qui existe aujourd'hui, les bases de ce qui existe aujourd'hui, n'auraient été réalisées.
Plus de 3 décennies après sa création, le circuit Paul Ricard est donc redevenu une référence en termes de modernité et de sécurité pour les sports mécaniques, tout en restant une piste d'essai privilégiée par les écuries de Formule 1, fermée au public. Mais il faudra encore attendre 3 ans, suite au départ de Philippe Gurdjian, pour que les portes s'ouvrent à nouveau aux spectateurs qui rongent leurs freins depuis 1999. Well, I mean, it was obvious it would improve the value of the circuit, I suppose. So the people that were involved, that pure people that are trying to make money. My interest was from Formula One, you know, for safety and making things work properly. And in this case, they were very, very good. Bernie voulait donner un exemple. Il voulait montrer qu'il était possible de faire de la Formule 1 sur un circuit, alors parfait, entre guillemets. Hein. Et donc, il a mis les moyens nécessaires pour, justement, démontrer qu'on pouvait sortir de la route sans forcément provoquer un immense accident, que la direction de course pouvait être installée de manière correcte, que des centres médicaux étaient indispensables, etc. Et il l'a fait avec vraiment conviction. Well, you know, the medical side of things really was the first one we did. Professor Watkins and I spent a lot of time trying to get that right, because we were doing that throughout the world, all the circuits, and it was good to have something that you could show people and say, this is what's easy to do. You don't have to take drivers with an accident to hospital, and you know, you can look after them at the circuit. En 2008, faute de promoteurs financiers, le circuit de Magny-Cours perd à son tour le Grand Prix de France. François Fillon, alors Premier ministre de Nicolas Sarkozy et passionné de course automobile, se positionne. Le dossier de la Formule 1 en France devient politique. Le gouvernement fera tout pour qu'il y ait le plus vite possible, c'est-à-dire à partir de 2010-2011, un Grand Prix en France. On est en train de regarder sur quel circuit, est-ce qu'il faut en construire un nouveau, c'est probable, ça prendra sans doute un peu de temps. À l'époque, il est Premier ministre et c'est un grand passionné de sport automobile. Il lui arrive de venir ici essayer des voitures pour son plaisir, rouler un peu, faire quelques tours, s'intéresser aux choses aussi. Il demandait un peu ce que c'était que ces nouveaux aménagements, il essayait de comprendre un peu tout ça. Et il est Premier ministre et naturellement, quand on réfléchit à refaire un Grand Prix, on se retourne vers les autorités et on se rapproche de la Fédération française, de la Fédération internationale, du gouvernement, des autorités locales. Et on explique que si on veut refaire un Grand Prix, ce sera uniquement si on arrive à mettre tout le monde d'accord, sinon ce ne sera pas possible. Et lui dit très vite qu'il va soutenir l'idée et que ça lui paraît légitime que ce soit au Paul Ricard. Il met juste une condition sine qua non, l'État ne mettra pas d'argent parce que l'État n'a plus vocation à mettre de l'argent sur ce type d'événement. Il nous aidera, il nous facilitera je dirais, les démarches administratives, ou en tout cas la mise en place de l'événement, mais il n'y aura pas de contribution financière. Charge à nous de trouver le complément nécessaire. Well, I thought he was one guy that would make it happen. Unfortunately, he wasn't in a position, a little bit after our conversations, to make it happen, but I think he would have done. I wanted it to happen. Malgré la bonne volonté de Bernie Ecclestone et un premier contrat signé en 2008, l'élection de François Hollande, 4 ans plus tard, fait retomber le soufflet avec une politique pas forcément pro-Formule 1. Gérard Neveu n'y croit plus trop. Appelé vers d'autres horizons professionnels, il a fini par laisser sa place de directeur général du circuit à un certain Stéphane Clerc. L'idée, au moment où tout s'arrête et où le projet est enterré, c'est de se dire ce projet ne peut pas être un projet national, il doit être un projet basé sur autre chose que la politique. Et donc, l'idée qu'on a eue, parce que ce n'est pas une idée que j'ai eue tout seul, on l'a travaillé avec Arnaud Péricard, avec Gilles Dufeigneux, avec Éric Boulier, c'est de dire, finalement, ce qui est important, c'est un grand événement sportif pour de grandes retombées économiques et des retombées en termes d'image. Et c'est peut-être sur ça qu'on a réussi à monter ce dossier, en se disant, OK, le sport c'est une chose, mais l'important c'est qu'est-ce que vont en retirer
les habitants de la région, mais aussi les passionnés. Et en mêlant les deux, en se disant c'est à la fois un événement économique, mais aussi une grande fête du sport mécanique, on a su trouver un public. Et dans ce public, il y avait évidemment des politiques locaux, Christian Estrosi le premier, qui ont su saisir la balle au bond et croire en ce projet, en se disant qu'en investissant 1 euro, on allait pouvoir faire... en tout cas, c'est une estimation, 5 euros de retombées dans l'économie régionale. Et cette échelle, j'allais dire, ce levier, il était fondamental pour présenter notre projet d'une manière complètement différente de ce qui avait été fait initialement. Ancien concessionnaire Kawasaki et motard professionnel ayant débuté sur le circuit Paul Ricard, le nouveau président de la région Alpes-Provence-Côte d'Azur semble avoir le profil idéal pour convaincre Bernie Ecclestone. Monsieur Ecclestone a, à l'égard de la France, une grosse réticence. Il y avait eu une fâcherie, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat qui ne m'appartient pas, mais en tout cas, il y avait une fâcherie et beaucoup de réserves de la part de Bernie Ecclestone à l'égard de la France, de l'entité France, et peu importe qui en était la cause. Et donc, nous n'avions que peu d'espoir de regagner sa confiance pour pouvoir avoir de nouveau une date au calendrier. Je crois que Bernie Ecclestone, il avait en souvenir que 2008, un contrat pourtant signé avec un pays aussi grand et important que la France, et un contrat qui s'arrête comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui, pour un homme qui gère des grands prix partout dans le monde, qui gère des transactions avec des pays certainement plus difficiles que la France, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un pays comme la France quitte le circus de la Formule 1. En octobre 2016, une rencontre au sommet a lieu à Genève, au siège de la Fédération internationale automobile, entre l'inoxydable homme d'affaires anglais et l'homme politique français. Christian Estrosi évoque alors la création d'un groupement d'intérêt public qui serait l'organisateur du prochain Grand Prix de France au Castellet. Il écoute de manière, semble-t-il, un peu détachée, mais en réalité, j'ai compris après que quand Bernie Ecclestone faisait semblant d'être détaché, il n'était pas tout à fait. Et il me dit oui, mais est-ce que vous êtes prêt à prendre des engagements? Je lui dis bien sûr, je suis prêt à prendre des engagements selon ce que vous avez à me proposer. Pour moi, les engagements, c'est une caution. Et la Formule 1, c'est aussi ça. If I knew for a fact what was going to happen, yes or no, maybe I would have taken a different approach. I knew if I was going to keep the company running, I'd have probably charged more. Je dois dire que le jour où, à Genève, Bernie Ecclestone m'a dit allez, laissez-moi 8 jours, mais je crois que vous avez presque fini par me convaincre. Alors que, connaissant le personnage, qui restera une personnalité absolument prodigieuse de ce qu'il aura produit et laissé derrière lui, quel que soit le jugement que l'on peut porter sur son tempérament, sur son caractère, sur sa manière d'arbitrer un certain nombre de situations. Mais en tout cas, il nous a fait confiance. He was a racer. Whether it's motorbikes or cars or whatever, he's a racer. That's why he did such a good deal with me, I think. He knew because I used to race motorbikes, so things, and I think... Nous avons donné notre accord sur les conditions financières. Nous avons constitué notre groupement d'intérêt public. Et voilà comment nous sommes devenus organisateurs du retour du Grand Prix de France de Formule 1 le 24 juin 2018 au circuit Paul Ricard. Comme l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, en ce mois de juin 2017, la direction actuelle du circuit a fait comme l'illustre fondateur Paul Ricard à la fin des années 60. Grâce à son ambassadeur, l'ancien pilote de Formule 1 avignonnais Jean Alési, elle a consulté plusieurs pilotes, puis en a invité 3. Patrick Tambay, Yannick Dalmas et Romain Grosjean, pour expliquer ces modifications aux journalistes lors d'un tour de circuit en autobus à Impérial. J'ai été pilote et il n'y a pas plus con qu'un pilote des fois. Vous voyez, ils n'aiment pas être mis devant le fait accompli. Donc comme le circuit allait partir dans des grands travaux, parce que ça coûte beaucoup d'argent ce qui a été fait, je ne voulais pas qu'après il y en a un qui dise « Ah non mais le virage il est un peu comme ça, il aurait fallu le mettre un peu plus comme ça ». Donc on a un tout petit peu, je dis un tout petit peu parce que j'ai pas pu, et Stéphane Clerc n'a pas pu voir tout le monde, mais on a validé avec certains pilotes
comme Alonso, comme Kimi, comme Kimi Räikkönen ou Vettel. On a validé les modifications. Ils ont regardé en disant oui, ok, d'accord. Grâce aux performances actuelles des Formule 1, le plaisir de rouler très vite sera encore là plus que jamais, d'autant que la quasi-totalité du tracé reste le même qu'en 1970, sur ce fameux 5 km 8, où la légende du Paul Ricard a été écrite. La course, j'espère, sera une des plus rapides du championnat, puisque 3 ou 4 fois sur ce circuit, les voitures vont dépasser 350 km/h. Donc le spectacle devrait être fantastique. On a aménagé aussi le circuit pour que ce soit ainsi. On appelle après chicane nord, et c'est une vitesse qu'on disait tout à l'heure de 344 km/h au freinage. La chicane va se passer avec une vitesse mini à 155 km/h. On ne peut pas faire avec une Formule 1 moderne une ligne droite comme on a aujourd'hui, la ligne droite du Mistral, qui est beaucoup trop longue. Parce que quand on est pilote, il n'y a aucune sensation, il n'y a aucun contrôle quand vous êtes à 340 pendant 1 km, ou si vous êtes à 340 pendant 20 mètres, ça ne change rien. Donc je pense que les vitesses qui vont être prises sont déjà bien au-dessus de ce qu'on peut avoir à Barcelone, à Budapest, et même à Silverstone. Depuis le début du mois de décembre 2017, là-haut, sur le plateau de Signes, aux confins des Bouches-du-Rhône et du Var, c'est une valse d'engins et de camions qui n'en finit pas. Le circuit Paul Ricard se métamorphose afin d'être prêt pour le premier jour de l'été, qui marque le grand retour de la Formule 1 dans la commune du Castellet, après 28 ans d'absence. Je dirais que le circuit a eu 3 phases, sa construction par Paul Ricard, la reconstruction par Philippe Gurgien et son équipe, et puis aujourd'hui la 3e vie du circuit, c'est de se remettre aux normes de ce qu'est la Formule 1 moderne. Ça veut dire un centre de presse de plus de 1000 m², ça veut dire une piste entièrement resurfacée, de nouveaux virages pour favoriser les dépassements et l'accélération dans certains points du circuit. Et puis des aménagements pour le public, des aménagements dans les paddocks, il a fallu agrandir, pousser les murs. Aujourd'hui, avant le Grand Prix, tout est en chantier pour que, au moment du départ, eh bien, on réponde présent et qu'on dise le circuit Paul Ricard est le circuit moderne que l'on attend. Il a toujours été en avance sur son époque, du temps de Paul Ricard, du temps de Philippe Gurgien. Il le sera, je l'espère, le jour du départ du Grand Prix 2018. Pour lancer sa saison 2018, le circuit Paul Ricard organise un événement où sont réunis les organisateurs des différents championnats et leurs pilotes autour d'une grille de départ unique, la plus originale qui soit, voire historique, où toutes les catégories sont représentées. Mais parmi tous ces meetings à venir, ce qui monopolise les médias reste le retour du Grand Prix de France de Formule 1, le 24 juin, absent de la discipline depuis 10 ans. Paul Ricard, la best grid ever, la plus belle des grilles de départ. Je vais tout de suite appeler Gilles Dupeigneux à me rejoindre. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Tout d'abord, vous dire mon immense plaisir d'être aujourd'hui parmi les 21 compétitions qui tout au long de l'année jalonneront la saison au Paul Ricard. Félicitations aux 12 équipes du Ricard qui ont préparé un circuit extraordinaire. On a vu ces nouvelles améliorations, son nouveau dessin. Je crois qu'on aura un circuit tout à fait propre et magnifique pour accueillir la Formule 1 le 24 juin. C'est une fierté et c'est émouvant. C'est émouvant avec tous les souvenirs qu'on a. On a quand même grandi sur ce circuit. Et puis là, j'ai revu plein de gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et du coup, ça va être l'occasion de faire une grosse réunion de famille le jour du Grand Prix. Et on sera tous réunis comme pour les mariages. On sera là pour le Grand Prix de France au Ricard, ouais, pour le retour.
C'est une étape. Le Grand Prix de France, c'est une étape dans la saison, mais c'est une étape très importante parce que pour moi, c'est un événement comme on peut organiser une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, etc. Il y a peut-être un niveau différent, parce que là, c'est une étape sur 20 ou 21, mais c'est quand même l'image de la France qui rayonne. L'image de la France, autant par le lieu, par le circuit, par l'événement lui-même, par le fait que les acteurs français sont là. Ça c'est indispensable. C'est un site incroyable, c'est un plateau inimaginable. C'est une faune, c'est une flore. Et on retrouve ici, en rentrant ce matin sur le circuit, j'avais le même sentiment, on retrouve les mêmes choses qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y a toujours un bruit d'échappement quelque part, une odeur particulière. Et même si c'est modernisé, même si c'est rénové, ça reste un site absolument incroyable, qui pour moi est immortel. C'est quelque chose qui me touche beaucoup de me dire que ce qui semblait impossible à tous a été réalisé. C'est un vrai, j'allais dire un soulagement, en fait c'est un vrai aboutissement parce que ça a été de longues heures de travail, de nombreuses séances de négociations. Il y a quelque chose qui maintenant s'ouvre, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour ce circuit et j'en suis très fier.